Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'équipe d'allocation de bêta sur les mouvements des marchés, nos prévisions et l'impact sur nos portefeuilles. Fidèle à sa réputation, le mois de septembre s'inscrit comme le pire mois de l'année 2022 et je parle en termes de performance action bien sûr. La faute en revient, une fois n'est pas coutume, aux banques centrales et en particulier à la Réserve fédérale qui a réaffirmé sa volonté de ne pas transiger avec l'inflation. Elle a donc poursuivi son resserrement monétaire à un rythme qu'on pourrait qualifier de soutenu. Je pourrais même vous dire que c'est le rythme le plus rapide depuis les années Volcker, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Jérôme Powell nous a prévenu. L'impact sur l'économie ne sera pas neutre, mais il est prêt à faire des sacrifices. Alors sacrifices en termes de croissance évidemment, car plus les taux seront restrictifs et plus cela durera, plus l'impact sur l'économie sera fort. Même discours du côté de la Banque Centrale Européenne qui a remonté ses taux directeurs de 75 points de base sur le mois de septembre. Seule la Banque d'Angleterre a été obligée, elle, d'ajuster sa politique. Alors ajuster à quoi ? À celle de la nouvelle Premier ministre. Elle avait pourtant déclaré le 22 septembre qu'elle allait réduire son bilan de 80 milliards de livres sur un an, avant de se dédire le 29 en annonçant exactement l'inverse, c'est-à-dire un programme d'achat d'obligations pouvant aller jusqu'à 65 milliards pour sauver certains fonds de pension et surtout pour assurer la stabilité financière britannique, voire mondiale. Ce véritable volte-face de la politique monétaire au Royaume-Uni remet la question de la fiscale dominance sur le devant de la scène. Alors qu'est-ce que c'est la fiscale dominance ? C'est un courant de pensée qui va considérer que la politique monétaire est subordonnée à la politique budgétaire, oui, puisqu'elle doit assurer la solvabilité budgétaire des États. C'est dans ce contexte que nous avons défini deux mondes possibles, ou plutôt deux scénarios de marché. Dans notre scénario central, que nous anticipons avec une probabilité de 60%, nous anticipons une persistance des craintes d'inflation. La stabilité des prix demeure la priorité des banquiers centraux, qui ne voient pas encore de point d'inflexion sur le côté de l'inflation. Les marchés anticipent dès lors la poursuite du cycle de resserrement au détriment de la croissance, les fameux sacrifices dont je vous parlais tout à l'heure, et voient donc se profiler une récession qui sera profonde. Dans ce scénario, la hausse des taux courts est violente et les actions s'effondrent. Mais comme nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, notre scénario alternatif anticipe, avec une probabilité de 40%, une inflation qui serait quant à elle sous contrôle. Le durcissement monétaire déjà engagé, les effets de base et surtout l'absence de boucle salaire-prix permettent d'envisager une stabilisation de l'inflation en zone euro et surtout une décrue aux États-Unis. Alors dès lors, un atterrissage en douceur des économies redevient crédible et rassure les investisseurs. Donc dans ce scénario, les taux longs rebaissent et les actions compensent en partie la forte baisse qu'elles avaient subie depuis le début de l'année, donc elles montent fortement. Dans nos portefeuilles maintenant, nous avons adapté notre exposition au flux discontinu de nouvelles qui étaient parfois contradictoires. Nous avons commencé par remonter notre exposition aux actions à 20% via une exposition géographique marquée. Alors une exposition géographique sur quoi ? Sur le Brésil, parce que le Brésil était dans un contexte préélectoral assez porteur, et sur les États-Unis qui bénéficient, je vous le disais tout à l'heure, d'une forte résilience de leur économie et surtout d'un potentiel rebond important en cas de détente obligataire. Puis nous avons progressivement transformé nos expositions, qui étaient des expositions en ETF, sur les US et la zone euro, on les a transformées en positions optionnelles, on a acheté des calls, pour bénéficier tant du prix raisonnable de ces options d'achat, que de la convexité qu'apporte ce genre de stratégie dans notre portefeuille. Puis nous avons vendu. Nous avons vendu progressivement, ramenant l'exposition de 20% en actions à 5% en fin de période. Sur les taux, nous avons accentué nos positions de courbe, cédant les taux courts de la zone euro au bénéfice des taux longs américains. Le but de cette stratégie est de nous protéger des tensions initiées par la crise énergétique, qui va principalement frapper la zone euro, tout en remontant notre sensibilité obligataire sur les États-Unis, plus à même, je vous le disais, de résister aux différents chocs. Enfin, nous avons maintenu nos actifs de diversification, tant sur les points morts d'inflation que sur les matières premières, ainsi que notre exposition sur le dollar. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau point. Au revoir.